livre est sorti en 2011, mais je me demande si vous n'étiez pas là en 2012. On regardera les dates. Prenez un micro. Je crois que sur votre fauteuil. Voilà, on l'avait caché. Et ça marche. Donc Michel Desmurger, qui est docteur en neurosciences, qui est directeur de recherche à l'INSERM, vous travaillez à Lyon, à l'Institut des sciences cognitives. Vous êtes rattaché, m'avez-vous dit, à un service de neurochirurgie. Vous travaillez plus exactement sur la plasticité cérébrale et vous vous intéressez à la reconstruction du cerveau des enfants. C'est cela, après une tumeur. Vous regardez comment tout cela se reforme et comment le cerveau se reforme après un traumatisme. Vous publiez « La fabrique du crétin digital, les dangers des écrans pour nos enfants ». Un livre, et on va le dire tout de suite pour que les choses soient bien claires, qui n'est pas un livre technophobe. Vous n'êtes pas technophobe. Ce n'est pas un livre contre les écrans. C'est un livre qui pointe du doigt l'utilisation récréative qu'en font nos enfants, nos ados, et le problème que cela engendre. C'est le livre d'un homme en colère. Est-ce que je peux le dire comme ça, Michel Desmurger ? Alors que c'est pas technophobe, oui, je ne sais pas si je peux. Bon, allez. Voilà, donc que c'est pas technophobe, oui, il ne s'agit pas de dire du mal des écrans, il ne s'agit pas de demander le retour de la charrue à bras et puis de la roue pascaline. Évidemment qu'il y a des effets bénéfiques au développement numérique dans plein de domaines, je veux dire dans le domaine médical, dans le domaine de la recherche, voilà, dans le domaine industriel. Donc personne discute ça. Je veux dire, ma propre fille, quand elle a eu 7-8 ans, voilà, je l'ai enseigné à utiliser un certain nombre d'outils bureautiques, à trouver de l'information, etc. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il faut tout jeter du numérique. Il s'agit de dire qu'à côté de ces usages positifs, il y a quand même énormément d'usages qui ont des effets sur le développement qui sont, pour le coup, franchement délétères. Donc tous ces écrans récréatifs. Et on peut nous faire le coup du oui, évidemment, tout dépend des usages. D'accord, tout dépend des usages. Mais une fois que vous avez dit ça, c'est un peu la même chose que de dire que quand vous sortez et qu'il pleut, vous allez vous mouiller. Une fois que le truisme a été posé, qu'est-ce qu'on fait ? Et soit on peut se cacher derrière une espèce d'image idyllique, fantasmée de ce que pourrait être un usage positif des écrans par les nouvelles générations en nous disant les écrans c'est génial, soit on peut aller voir vraiment ce qu'ils en font. Alors justement, Petit Pousset, Petit Poussette de Michel Serres, les digital natives, cette génération de geeks. Alors, la réalité, c'est que quand vous mettez ces outils-là dans les mains des enfants, ils ne vont pas les utiliser pour ce pourquoi vous pourriez penser ou vous voudriez qu'ils les utilisent, les aspects supposément positifs. Ils vont les utiliser pour une espèce d'orgie récréative. Alors, si on prend jusqu'à l'adolescence, 90% du temps d'écran, enfin entre 85 et 95% du temps d'écran, ça dépend de l'âge, est cumulé par la télévision sous toutes ses formes, je veux dire dessins animés, clips, etc., via Netflix et ces plateformes qui se déploient, et puis jeux vidéo. Derrière, à l'adolescence, vous allez avoir un déploiement, alors ça va descendre un peu, ça va être aux alentours de 75-80%, le reste étant pris en grande partie par les réseaux sociaux. Donc la part du lion de l'usage des écrans dans les jeunes générations, c'est effectivement ces écrans récréatifs. Un enfant, juste un chiffre, mais quand on compare le temps qui passe, par exemple, sur les écrans hors école, on ne s'occupe pas de l'école, mais pour les devoirs à la maison, quand on compare le temps qui passe sur les écrans pour faire leurs devoirs avec le temps qui passe pour s'amuser, si on prend la tranche des enfants primaires, collège, c'est 13 fois le rapport, c'est 13 fois plus de temps passé à regarder Hanouna jouer aux jeux vidéo et je ne sais pas quelle série que d'en passer pour faire ce pourquoi vous voudriez qu'ils les utilisent. C'est-à-dire que l'enfant mutant du numérique, qui va grandir, qui va devenir un jeune adulte, n'existe pas. C'est un mythe. Il n'a pas développé des compétences particulières. Je ne vous demande pas un avis, parce que dans ce livre-là, ce n'est pas votre avis. Ce livre est étayé de combien de publications ? Scientifique, 1200, 1300. Voilà. Ça commence ici, vous voyez, toute la fin du livre. Ce sont des références de publication. Donc, ce digital natif, cet enfant qui aurait des capacités que nous, vieilles personnes, n'avons pas, il n'existe pas. Non, c'est une arnaque marketing absolument odieuse. Il faut savoir d'où ça vient. Ça vient de gars ça vient notamment des États-Unis, de gars comme Prensky, Tapscott. Ces gars-là, c'est des espèces de coachs numériques. Je ne sais pas ce que c'est qu'un coach numérique. Donc, ils font des formations, ils vendent des espèces de trucs éducatifs du numérique. Donc, c'est leur boulot, c'est leur gagne-pain. Donc, ils nous ont dégainé cette histoire du digital natif. Ils ont un cerveau différent, on peut y revenir. Mais donc, ils ont un cerveau différent, ils ne pensent pas le monde comme nous, ils sont beaucoup plus rapides. C'est facile
fascinant parce que tout ce qu'on a toujours considéré comme étant un déficit cognitif, c'est-à-dire l'incapacité à se concentrer, les déficits de langage, c'est devenu tout à coup des choses extraordinaires, ils zappent. Voilà, et vous avez à côté des chercheurs qui ont regardé ça, parce que a priori, c'était pas idiot de dire que parce qu'ils les utilisent, voilà. On s'aperçoit de deux choses. On nous dit ils savent différemment, ils savent plein de trucs. Ils sont étonnamment. Alors quand je dis c'est en moyenne, évidemment que vous avez des petits génies de l'informatique, mais ils sont extrêmement incompétents à utiliser les outils informatiques en dehors de quelques applications simples. Je veux dire, comment le dire simplement? Je vais utiliser Facebook, télécharger Netflix et puis utiliser un réseau social ou jouer à un jeu vidéo, c'est à la portée d'à peu près n'importe qui. Prenez un macaque un peu éduqué, il va y arriver. Voilà. Dans les laboratoires, vous mettez des tablettes aux macaques et ils arrivent très vite à les faire fonctionner. Voilà. C'est pas parce qu'on arrive à utiliser des applications comme ça qui sont simplissimes qu'on va être compétent à utiliser voilà, à comprendre l'informatique, à comprendre ce qu'il y a derrière, à coder, à utiliser l'informatique fiscale positive. Et il y a un rapport de la Commission européenne qui dit que l'un des problèmes majeurs à la numérisation du système scolaire, c'est justement le faible niveau de compétences informatiques et d'utilisation de ces outils par les nouvelles générations. On nous dit aussi que c'est des cadors pour trouver de l'information sur Internet. Oui, donc, et qu'ils savent trier le vrai du faux. Oui, ils savent trier le vrai du faux, ils savent trouver des informations, synthétiser de larges flux, jongler entre toutes les pages qu'ils voient. Il y a une étude assez récente de Stanford, c'est pas des dangereux gauchistes à l'université de Stanford, et donc ils ont fait une étude et ils se sont dit on est un peu embêtés parce qu'on a l'impression au début, on a l'impression que nos questions étaient trop faciles mais elles étaient trop difficiles, et ils se sont aperçus que ces enfants avaient énormément de difficultés à trier l'information, à savoir le vrai du faux, à savoir sur quel site ils étaient, si c'était un site d'information ou un site commercial, etc. Et leur conclusion, c'est que vraiment la capacité des jeunes générations à utiliser ces outils, elle est sombre. Et ils finissent par dire, c'est la conclusion de leur étude, que c'est tellement compliqué, ils ont tellement de mal, parce que comprendre l'information, la capacité à utiliser Internet comme il faut, elle s'acquiert en dehors des outils d'Internet, la capacité d'esprit critique, etc. Et leur conclusion, c'est ça finit par poser une menace sur la démocratie, ce faible niveau de compétence. Et donc pour vous répondre, c'est pas, je veux dire, voilà, quand je fais une analogie, j'emploie des mots qui peuvent paraître un peu mordants, c'est pas du tout pour être, voilà, pour être méprisant, ou pour me moquer de ces jeunes, ou pour n'importe quoi, c'est juste que, oui, comme vous le disiez, il y a une vraie colère de ce qu'on fait à ces gamins, parce que ces gamins, on les prive du langage, un peu de la concentration. Alors on y viendra. Tout ce qui nous fait, quoi. Pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, vous dites, la consommation numérique récréative des jeunes générations n'est pas seulement excessive ou exagérée, elle est extravagante et hors de contrôle. De quoi parle-t-on? Combien de temps les jeunes générations passent sur les écrans? Alors, dans ces usages récréatifs, qui représentent 99% du temps. On enlève tout ce qui est devoir à la maison, enfin tout ce qui est utilisation académique, qu'on enlève utilisation à l'école, et on ne garde que les usages récréatifs. Donc télévision, jeux vidéo, principalement jusqu'à 12 ans, puis après vous rajoutez les réseaux sociaux. Quand on prend les temps, il faut quand même aller dans les chiffres un moment, parce je m'énerve pas. On nous dit toujours... Si vous vous énervez. On nous dit toujours... Alors vous avez toujours le docteur qui vient vous dire il ne faut pas être excessif, il ne faut pas être dans l'excès, il faut un usage raisonné des écrans. Mais merde, à un moment, il faut aller voir les chiffres. Pardon pour le gros mot, mais il y a vraiment un moment où il faut se cogner les chiffres. Entre 0 et 2 ans, on est à peu près à 1 heure. Voilà, c'est un peu trompeur, 50 minutes, 1 heure, c'est un peu trompeur parce qu'il y a beaucoup 1 heure par jour. Par jour, évidemment. C'est un peu trompeur parce que il y a une grande variabilité sur cet âge, beaucoup plus importante que sur les autres. Vous avez un tiers des parents qui protègent complètement leurs enfants, qui ne les exposent pas, puis un tiers des parents qui les exposent tous les jours. Et si vous prenez seulement ces parents qui les exposent tous les jours, on a plus de 2 heures, 2 heures et demie par jour. Dès 1 an. Voilà. Ensuite, si on prend des enfants entre 2 et 5 ans, on s'aperçoit qu'on est entre 2h45 et 3 heures. Un gamin de 3 ans, il est quasiment 3 heures par jour sur ces trucs. Je parle d'écran récréatif. Sur une tablette devant une télé, c'est ça? Sur une tablette devant une télé avec des pseudo-programmes soi-disant éducatifs. On en parlera, des programmes éducatifs. Et puis ensuite, si vous prenez des enfants, des collégiens, prenez fin de primaire, collège, on est à peu près à 5 heures par jour. Donc on passe d'1 heure, 3 heures pour les plus petits en primaire, puis ensuite 5 heures. Et les ados, on a dépassé 7 heures. Alors si ça ne dit pas grand-chose aux gens, si on cumule sur l'enfance c'est quand même un moment de développement. Enfin, je dirais, il n'y en a pas d'autre. Une fois, si vous avez foiré le développement, ça devient compliqué derrière. Si on prend entre 2 et 18 ans, oublions la première année parce qu'il y a beaucoup de variabilité, prenez entre 2 et 18 ans, le temps qu'ils vont passer sur ces écrans récréatifs, si vous cumulez, récréatif.
Et donc, si vous cumulez ce temps, ça représente l'équivalent de 30 années scolaires. Ça représente 16 ans d'emploi salarié à plein temps. Ça représente quasiment 40 000 épisodes de Dr House. Mettez-vous maintenant, regardez 40 000 épisodes de Dr House, et vous aurez l'idée de ce qu'ingurgitent nos gamins pendant l'enfance. Prenez La Peste, il existe en audio. Si vous prenez le temps que dure la lecture audio de La Peste, c'est plus de 3000 romans. C'est colossal, enfin, c'est juste un truc stratosphérique. Et dans ces trucs, on dit, ouais, mais ils sont créatifs, font plein de trucs. La dernière étude qui vient de sortir montre que le temps qu'ils passent à utiliser ces choses pour faire œuvre, on dit créative, je veux dire créer des choses graphiques, créer des vidéos, créer des essais. Quelqu'un a une idée? C'est 2, ouais, alors c'était 3% il y a quelques années, mais ça a diminué, on est tombé à 2, bien essayé. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit facile. Mais c'est complètement marginal, et les auteurs de l'étude finissent par dire que l'idée selon laquelle tout dépendrait des usages, c'est vrai, mais c'est juste du flanc, parce que les usages sont tellement concentrés sur les écrans récréatifs que ça n'a pas de sens. Voilà, donc vraiment, on est dans des temps d'usage qui sont... On nous parle de l'addiction, je suis bavard, hein, mais je m'arrête. Hein. On nous parle de l'addiction, mais il y a sans doute une addiction, mais qui touche une minorité d'enfants. Les gens ne sont pas d'accord sur les critères d'addiction. Clairement, la littérature scientifique montre que ça existe, montre qu'il y a un certain nombre d'engagements de relais cérébraux qui sont les mêmes que dans les dites autres addictions. Cela étant dit, il ne faudrait pas que l'addiction nous cache le problème, et que les parents, alors ça dépend des études, mais c'est entre 3, 5, 6%, donc c'est pas beaucoup. Notez quand même que sur une population de plusieurs millions ou dizaines de millions d'individus, 5% ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire que si vous prenez 50 millions d'adultes et que vous prenez 5% d'addiction, vous êtes à combien facilement 500 000. Et donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'addiction que quand un gamin passe 7 heures, 3 heures, 5 heures par jour sur ces outils-là, c'est pas un problème majeur. Je veux dire, au-delà de l'addiction, c'est extravagant, quoi. Il y a 30 années scolaires. C'est comme si on me dit, en 30 années scolaires, on n'apprend rien. Alors si vous voulez bien, moi je vais m'en aller, et à ma place, il y a mon fils de 16 ans, parce que j'ai eu une conversation avec lui tout à l'heure, et je n'avais pas réponse à ses arguments, donc si vous pouviez me faire une fiche pour que je sache quoi lui répondre. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Pourquoi est-ce que passer 2 heures sur Fortnite plutôt que 2 heures à jouer au Lego? Pourquoi est-ce que passer 3 heures sur Netflix plutôt que passer 3 heures à lire un livre, c'est un problème? Alors, si vous n'avez pas de réponse, je suis embêté. Non, j'ai une réponse. J'ai une réponse, je veux dire, mais j'essaie de la formuler de façon à ne pas passer pour un dangereux malade mental. On peut considérer que toutes les cultures se valent, j'ai pas de problème là-dessus, la culture numérique, la culture, tout ce que vous voulez, donc d'un point de vue purement sociologique, admettons, toutes les cultures se valent. Une fois qu'on a dit ça, on peut dire aussi que toutes les cultures n'ont pas la même capacité d'impact sur le développement cérébral. C'est-à-dire que toutes les cultures ne se valent pas quand il s'agit de développer le cerveau. Et il vaut mieux jouer à Fortnite que d'enfermer un gamin dans un placard, il n'y a pas de problème. Cela étant dit, n'importe quel environnement normalement structuré qui n'est pas maltraitant va présenter des activités qui, au niveau développemental, vont offrir des choses qui sont supérieures en termes de développement à Fortnite. Alors encore une fois, jouer à Fortnite une demi-heure par jour, après 6 ans, il n'y a pas de problème. Cela étant dit, on est loin d'une demi-heure. Donc les autres activités, le problème, comment dire? Quand je fais de l'écran, je ne fais pas autre chose, c'est ça? Il n'y a pas que ça, il y a 2 choses. Les gens vous disent toujours, il faut vivre avec son temps. Et alors cela, il vous énerve, vous avez juste envie de prendre un gros de bouchée. Donc oui, il faut vivre avec son temps. Le problème, c'est que notre temps, le cerveau de nos enfants, il n'est pas de ce temps. Nos enfants, ils sont jeunes, mais leur cerveau, il est vieux. Et le cerveau, pour se développer, il a besoin d'un certain nombre de choses. Ça veut dire, il a été façonné, le cerveau, il a besoin d'humains. C'est-à-dire qu'il a besoin, notamment chez le petit enfant, il a besoin qu'on lui parle, il a besoin qu'on interagisse avec lui, qu'on lui fasse des câlins, qu'on touche, qu'on joue avec lui, qu'on l'encourage, etc. Quand vous mettez un écran dans la maison, alors que ce soit les parents ou les enfants qui soient sur l'écran, ça va effondrer brutalement ce temps-là. On le sait, il y a eu de très belles études sur le langage. Mettez une télé dans une maison, éteignez-la, l'enfant, il va avoir à peu près 1000 mots d'interaction verbale par heure en moyenne. 1000. Vous allumez la télé, il tombe à 150. Voilà, donc vous allez effondrer ces interactions-là. Quand un enfant, entre 2-3 ans, quand vous mettez 1 heure la télé par jour dans la maison, vous allez enlever 50 minutes d'interaction avec les parents. Donc l'enfant, il a besoin d'humain et vous allez lui enlever d'humain. Il y a un truc qu'on connaît très bien, qui est vrai quel que soit l'âge, mais qui est très bien documenté chez les petits, ce qu'on appelle le déficit vidéo. Ce qu'un enfant va apprendre très facilement avec un humain, l'enfant, vous lui montrez vert, et puis vous lui dites 2 fois vert, et il va retenir le mot assez vite. Avec des soi-disant programmes éducatifs, vous allez lui montrer 20, 40, 50, 60 fois jusqu'à 3 ans, il ne va rien percuter. Et au-delà, il va falloir des dizaines de répétitions. Donc c'est beaucoup moins efficace. Il a besoin aussi d'une certaine tempérance sensorielle, l'enfant. C'est-à-dire que
Son cerveau, il n'est pas fait pour prendre sans arrêt un bombardement sensoriel dans la courbe, parce qu'il ne s'en sort pas. Et il y a des études, ça a été fait, on le sait, parce qu'il y a des vieilles études qui ont été faites dans les crèches, dans les années 60-70, où les enfants ont des problèmes de développement, d'impulsivité, de concentration, d'apprentissage, de mémorisation. Et on s'est aperçu que dans ces crèches, il y avait beaucoup de bruit. Donc quand on a diminué le bruit, ça a été mieux. Et ces études, on ne peut pas les faire évidemment sur des enfants, mais ça a été reproduit chez des animaux. Et on s'aperçoit que si vous élevez des animaux, en l'occurrence des rongeurs, alors on peut se dire les rongeurs, pas très intéressant, mais les rongeurs, ils ont le même cerveau que nous, en moins compliqué. Et la plupart des choses qu'on sait en bio chez l'humain, on la sait du rongeur. Prenez des souris ou des rats et élevez-les avec Bob l'éponge, et vous allez avoir des problèmes. Tout ce qu'on observe, ce que les enseignants, les orthophonistes observent maintenant chez les enfants, des troubles de la concentration, de l'apprentissage, etc. Une étude très simple, c'est vraiment le bombardement. Ils ont pris des rats pendant le développement et 1 heure par jour, ils leur ont fait sentir une odeur complexe. C'était plein d'odeurs mélangées. Et puis dans l'autre groupe de rats, ils leur ont fait sentir des odeurs. Toutes les 5 minutes, ils changeaient d'odeur. C'était 1 heure par jour, c'est pas énorme. Juste le fait d'avoir cette saturation sensorielle pendant 1 heure par jour, on s'aperçoit que ces rats, ils ont des troubles de l'apprentissage, ils ont des troubles de l'impulsivité, c'est-à-dire qu'ils vont prendre beaucoup plus de risques, ils vont se promener, ils vont apprendre moins bien. Voilà. Et donc c'est ce qu'on observe. Nos enfants, ils sont pas faits pour prendre ce bombardement des jeux vidéo. Le cerveau a besoin de calme, a besoin de s'ennuyer de temps en temps. Il n'a pas besoin d'être... Il a surtout, non seulement il n'a pas besoin, mais il n'est pas fait pour cet acharnement. Le cerveau, il a besoin de dormir. Et les écrans ont un impact. S'il y a vraiment un truc qu'il ne faut pas toucher et qui justifierait qu'on s'occupe assez massivement et rapidement des écrans, c'est quand même le sommeil. Et les écrans ont un impact majeur, non seulement sur la durée du sommeil, mais sur la qualité du sommeil. Comment vous dire ? Juste une petite étude. Prenez des enfants, et puis la Commission européenne, qui se mêle toujours de ce qui la regarde, effectivement, nous a dit « les jeux vidéo, vous pouvez y aller, mais après les devoirs. » Je ne sais pas, parmi vous, il y en a qui disent à leurs enfants « faites vos devoirs, apprends tes devoirs, et puis ensuite tu pourras jouer aux jeux vidéo ?» Personne. Si, moi je le fais. Allez. Bien sûr. Ils ont fait l'étude, mais c'est du bon sens, mais le bon sens... Donc en fait, vous prenez des gamins, vous leur faites apprendre un devoir, par exemple une liste de mots, et puis ensuite... 1 heure après, vous leur permettez de jouer à un jeu vidéo d'action, un truc de course de voiture, et puis 2 heures après, vous les envoyez au plumard. Ils dorment. Et le lendemain, vous regardez ce qu'ils ont retenu. Et vous vous apercevez que dans la condition où ils ont dessiné, fait autre chose, ou été joués dehors, ils retiennent à peu près 80% des mots, et dans la condition jeu vidéo, ils en retiennent que la moitié. Et il y a 2 raisons, c'est parce que l'une des raisons, c'est qu'ils ont enregistré le sommeil de ces enfants, et même 2 heures après avoir joué, le sommeil est affecté dans sa structure même, c'est-à-dire qu'il y a des phases de sommeil qui sont des sommeils profonds, elles sont écourtées. Donc ça affecte la mémorisation, et le fait que quand vous jouez après, vous allez mettre en place un certain nombre de neuromédiateurs, les informations, elles sont stockées la nuit, et donc vous allez effacer partiellement ces informations. Donc voilà, juste ce fait-là montre à quel point des choses qu'on ne voit pas peuvent être sensibles, notamment sur le sommeil. Et puis, le dernier truc, c'est qu'on commence à découvrir l'important. On se dit toujours, bon, l'activité physique, c'est important, parce que voilà, il faut bouger, il faut un système cardiovasculaire efficace. Entre parenthèses, nos enfants, en 40 ans, ils ont perdu 25% de leur capacité pulmonaire. Il n'y a pas que les écrans, mais il y a quand même beaucoup les écrans. Il y a une étude sur des enfants de 5-6 ans qui montre que pour 1 heure d'écran par jour, vous allez avoir des altérations du système cardiovasculaire, avec notamment un diamètre artériel qui est moindre. Et c'est des choses, encore une fois, ce n'est pas la seule explication, mais qui ont été reliées au fait qu'il y a de plus en plus d'accidents vasculaires et vasculaires cérébraux précoces chez les jeunes adultes. Donc ce système-là ne se développe pas. Donc on pensait que l'activité physique, c'était pour ça. On pourrait parler de l'obésité et autres, mais on s'aperçoit maintenant que l'activité physique, elle est aussi importante pour la maturation cérébrale. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant il bouge pour que son cerveau il se câble comme il faut. Donc tous ces éléments-là sont des éléments qui sont touchés, mais parfois, comme je l'ai dit sur le sommeil, de façon assez subtile et qu'on ne voit pas, mais qu'on connaît dans la littérature. Alors prenons le langage. Vous expliquez que les corpus langagiers oraux et écrits sont différents. Pour le dire simplement, les mots que nous employons quand nous parlons ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux que nous employons quand nous écrivons. Nous en employons moins. Il y a des mots que nous n'emploierons jamais, vous et moi, quand nous parlons, mais que nous emploierons en écrivant ou en lisant. Le fait de passer du temps devant les écrans va grignoter ce temps de lecture. On a tous des enfants qui lisaient jusque 10-11 ans et puis qui ont subitement arrêté avec l'arrivée du smartphone, des tablettes et des ordinateurs. Vous dites que c'est important, parce qu'il y a des mots qu'ils ne rencontreront jamais. Alors je cite cette étude, moi, qui m'a... 40% des élèves de 3e ne connaissent pas le terme « infernal ». 25% des étudiants de lettres ne connaissent pas le mot « xénophobie ». Oui, il faut venir dans les facs, on est presque en train. Non, mais
il y a deux façons d'apprendre le langage. Alors, en tout cas, il y a deux étapes. La première, c'est les interactions verbales. Si vous fusillez ces interactions verbales, l'enfant il va avoir plus de mal parce que ça vient Il y a de très belles études qui montrent que le nombre de mots que l'enfant va entendre précocement va prédire le développement de son langage à long terme, mais pas seulement à long terme, mais d'intelligence. Il y a une étude récente qui vient de sortir où ils ont accroché des enregistreurs à la culotte des gamins et ils les ont suivis pendant plus de 10 ans. Et ils se sont aperçus que le nombre de mots qu'ils entendaient entre 18 et 36 mois allait prédire le développement non seulement du langage, mais allait prédire leur développement intellectuel à long terme, une fois qu'on avait nettoyé pour tous les autres facteurs qui étaient susceptibles d'interagir avec ça. C'est-à-dire qu'il y a un élément essentiel du développement intellectuel, mais ça c'est pas nouveau, l'intelligence humaine elle est faite notamment de langage, et donc c'est vraiment le nombre de mots. Et ce que montrent les études, c'est qu'il y a des anciennes études de Arthur Islet, mais pour revenir à la première, il y a dans le groupe d'enfants qu'ils ont eu, quand ils sont adolescents, il y a des différences de niveau intellectuel. Il y en a qui sont un peu plus efficients que les autres, un peu moins efficients. Un quart de ces différences, c'est beaucoup un quart, 25% de ces différences s'expliquent par le nombre de mots et l'intensité des engagements langagiers que les enfants ont eus précocement. Il y a Arthur Islet qui ont fait des études, ils ont pris des enfants de différents groupes sociaux et on s'aperçoit que dans les milieux très favorisés, on parle beaucoup plus aux enfants que dans les milieux défavorisés. À 4 ans, l'enfant il aura entendu plus de 40 millions de mots dans un milieu favorisé. Dans un milieu de classe moyenne, voilà, il en aura entendu la moitié. Dans un milieu défavorisé, il en aura entendu 10 ou 12 millions. Quand vous faites entrer des écrans dans la maison, notamment une télé, vous allez effondrer le nombre de mots et le nombre d'interactions que l'enfant va entendre. De façon brutale, souvent de 30 à 40%. Et ne croyez pas que c'est seulement quand l'enfant regarde. Mais quand nous, on est constamment sur nos machins et que l'enfant nous sollicite, il y a des études. C'est une pédiatre américaine qui a fait ça. Alors elle s'est fait pourrir parce qu'on lui a dit que c'était quand même une dangereuse antiféministe et qu'elle voulait ramener les femmes à leur casserole et à leur maternité. Ce qui est quand même assez surréaliste. Et ce qu'elle avait montré, c'est que quand les parents, et là en l'occurrence elle avait fait une étude sur des dyades mère-enfant, et sont sur leur smartphone, ça effondre, non seulement ça effondre le temps d'un tiers, en moyenne des interactions, mais en plus ça donne des interactions beaucoup plus robotiques, il y a beaucoup moins d'empathie, d'échanges, voilà, on fait des échanges, on sait tous, automatiques. Donc ça c'est la première phase. La deuxième phase, et c'est j'avais une amie orthophoniste qui m'a dit un jour, il a fallu que ça me monte au cerveau quand même, ça m'a pris du temps, qui m'a dit un jour, ma fille elle est bilingue, écrit, oral. Et c'est vachement malin parce que quand on regarde les corpus écrits, on s'aperçoit que dans le langage oral, il y a assez peu de complexité langagière. La vraie complexité, la complexité langagière, les mots dits rares, mais je vais y revenir, les formes syntaxiques qui sortent un peu du commun se sont développées à l'écrit, elles sont dans les livres. C'est-à-dire que si vous prenez un livre d'enfant d'école maternelle qui ne sait pas lire, mon premier livre, moi, c'était La petite bouilloire rouge. Personne ne la connaît, hein, c'était chouette. Donc dans des livres comme ça, d'école maternelle, d'un enfant qui ne sait pas lire, il y a plus de richesse langagière en moyenne, évidemment, ces études de contenu, que dans une discussion pour adultes qu'on va pouvoir avoir. Il y a plus de richesse langagière que dans un bouquin d'enfant qui ne sait pas lire, qu'il y en a dans n'importe quel programme de prime time de télévision, dans n'importe quel dessin animé. Il y a infiniment plus de complexité qu'il va y en avoir dans ces programmes soi-disant éducatifs. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on appelle les mots rares. Les mots rares, c'est des mots qui sortent une fois tous les 10 000 mots. Mais ce n'est pas parce qu'ils paraissent rares qu'ils sont rares. Je veux dire, vous avez des mots comme bâtisse, gravité, opiné du chef ou opiné ou ce que vous voulez. C'est considéré comme des mots rares. Dans les programmes éducatifs pour enfants, vous en avez à peu près 2 pour 1000. Dans un bouquin d'école maternelle d'un enfant qui ne sait pas lire, vous en avez 8 fois plus. Et tout est à l'avenant. Donc la richesse, l'apprentissage du langage, il est effectivement dans les livres. Et le langage est tellement atteint aujourd'hui que c'est fascinant, quoi. Alors comparer, ceux qui gardent tout et qui sont obsessionnels comme moi, j'ai les bouquins de français de mon père et de mon grand-père, que je peux comparer aux bouquins français de ma fille. Je vous ai mis 2 pages dans le livre. C'est quand même assez intéressant ce qu'on leur demande. Vous voyez, ma fille, elle fait une dictée de 2 lignes et demie où on lui dit Dagobert a mis sa culotte à l'envers, oulala, c'est pas bien. Et mon père, on lui donnait du Malraux, du Hugo, etc. Et donc ça n'a rien à voir. Il y en a parmi vous qui ont lu le Club des 5 ? Oui. Alors, moi, je me suis dit avec ma fille, regarde le Club des 5, c'était sympa. Puis là, je me suis dit, quand même, il a une drôle de gueule, le Club des 5. Ils ont été réécrits, parce que nos gamins sont plus capables de les appréhender, ils ont été réécrits au présent. 40% du vocabulaire a sauté. La longueur des phrases a été réduite d'à peu près 15%. J'ai pris un
un sample un exemple sur un club des 5. Des mots qui disparaissent, c'est des mots comme bâtisse, c'est des mots comme opiné, les phrases se sont raccourcies. On est obligé de réécrire les bouquins de Bibliothèque Rose parce que nos gamins n'arrivent plus à suivre, c'est un truc de dingue. Et donc, c'est aussi lié au fait que les écrans prennent du temps sur le temps passé à lecture. Il y a la dernière étude qui vient de sortir là, du ministère de la Culture qui montre qu'ils ne lisent plus. D'abord, ils ne lisent plus de bouquins. Et puis, il y a 2 études, on nous dit « Oh, mais ils lisent sur Internet !» Ouais, mais enfin, lire les blogs du pote « Salut, ça va c'est ouf » ou je ne sais pas quoi, c'est pas vraiment le truc idéal pour développer le langage. Il y a des études qui viennent de sortir qui montrent que plus ils passent de temps sur ces trucs-là, les études optimistes montrent qu'il n'y a pas d'effet. Et la plupart des études montrent que, là encore, ça a un effet négatif sur le développement du langage parce que ça manque de richesse Il y langagière. a des applications qui font des résumés des livres. Je pense que le vôtre ne va pas tarder à y être. Oui, il y a même j'ai même vu qu'il y a des applications qui allaient vous remplacer et qui faisaient le travail des gens. Mais vous aussi, hein, ça que nous MSN hein. fait ça, maintenant trie les trucs. Enfin, c'est un truc de Alors, dingo, dernière question avant de passer le micro dans la salle. Non, mais vraiment, le langage, il faut insister parce que c'est vraiment ce qui nous, c'est vraiment la base de enfin, ce qui nous différencie du macaque, c'est le langage, quoi. Mais vraiment, je dis, on a ça, et si on touche au langage, on touche à tout. Et on est en train de démolir le langage de ces Quand vous êtes venu, il y a un peu moins de 10 ans, les ordinateurs arrivaient dans les écoles, et je me souviens ce que vous aviez dit à l'époque, vous l'avez marqué dans TV Lobotomie, vous regardiez les États-Unis, et vous m'aviez dit, les gens qui ont un peu d'argent, de l'autre côté de l'Atlantique, ils enlèvent leurs enfants de ces écoles où il y a des ordinateurs pour les mettre là où il n'y a rien du tout. À l'époque, j'avais écouté comme ça, de toute façon... Il n'y a qu'à parler. Le président de notre région, M. Rotner, a annoncé il y a quelques jours, après le confinement, après ce qu'on vient de vivre, que nous allions entrer dans le lycée 4.0 et qu'il distribuait à tous les lycéens de la région Grand Est, ne vous fâchez pas, des ordinateurs. Les parents sont contents. Comment dire ? Je trouve que c'est la politique dans ce qu'elle a de moins brillant et voilà. Bref, je ne vais pas dire le mot que je pense, mais non, même pas en rêve. Et donc, comment dire ? On sait que ça ne marche pas. Ça ne marche pas ? Non seulement ça ne marche pas, mais ça a des effets négatifs. On le sait, nom de Dieu, ça fait 10, 20 ans que c'est fait, ça a été fait dans tous les pays. Donc, comment dire ? Quand vous... Alors ça a été fait en Israël, ça a été fait en Autriche, ça a été fait en Allemagne, ça a été fait spécifiquement dans certaines régions allemandes, ça a été fait en Hongrie avec des tirages au sort où certains l'avaient, d'autres l'avaient pas. Donc ça a été fait au niveau international avec PISA. Plus vous distribuez des tablettes, dans le meilleur des cas, ça n'a pas d'effet, et dans la plupart des cas et des études récentes, ça a un effet négatif. Il y a eu ce fameux programme, vous le connaissez, c'est One Laptop Per Child. C'est un programme hyper dispendieux. On s'est dit, dans les pays dits en développement, en Afrique, voilà, dans certains pays d'Amérique du Sud et centrale, on s'est dit, ces pauvres enfants, ce qui leur manque, ce n'est pas des enseignants, non, c'est des ordinateurs. Donc on a fait un programme pour leur filer des ordinateurs, y compris dans certains pays européens. En Espagne, les enfants peu privilégiés ont bénéficié de ce programme, donc ont reçu des tablettes. Et donc au début, c'était extraordinaire. Le mec qui faisait le truc, il me dit c'est extraordinaire. Et tous les journalistes ont repris le truc, parce que quand il s'agit de sortir le clairon, les mecs. Donc c'est extraordinaire, ils apprennent à lire mieux qu'avec un enseignant. Imaginez, ils apprennent à lire tout seuls avec leur tablette, mieux que les enfants américains avec leurs enseignants à New York. Ils arrivent à hacker la tablette, comprenez, ils arrivent à faire marcher la caméra. Et puis donc ça c'était le baratin initial. Et puis quand même ceux qui ont financé, ils se sont dit c'est tellement brillant qu'on va faire des études pour montrer à la face du monde à quel point c'est génial. Et toutes les études se révèlent négatives. C'est-à-dire que la dernière étude, par exemple, qui vient de sortir en Catalogne, montre que quand vous avez ce programme-là, non seulement ça n'a pas amélioré les compétences scolaires des enfants, mais ça les a diminuées dans tous les domaines scolaires. Voilà, c'est vrai en Éthiopie, c'est vrai au Pérou, c'est vrai dans tous les pays où ça a été testé, simplement parce que quand vous filez ces outils aux gamins, ils ne les utilisent pas pour ce pourquoi ils sont censés être utilisés, mais pour télécharger Netflix, Facebook, etc. La Cour des comptes a sorti un rapport l'année passée en disant on a fait n'importe quoi. On a dépensé 2,5 milliards d'euros, enfin c'est pas peanuts quand même, 2,5 milliards d'euros, pour acheter des ordinateurs couplés et puis surtout faire de la maintenance. On ne s'est pas occupé de pédagogie. Le président du conseil scientifique de l'éducation nationale a sorti, je ne sais pas ce qu'il a pris, mais il nous a fait une saillie en disant il faudrait quand même que les présidents de conseils généraux, ils considèrent que c'est une modernité, que ça fait bien, mais ils balancent des écrans comme ça de façon anarchique, sans projet pédagogique, on sait que ça ne marche pas. Donc à un moment donné, je veux dire, il faut quand même être sérieux. Donc que le gars veuille faire son affichage et dire moi je suis un mec progressiste et tout, je balance, c'est bien, etc. Ça ne marche pas. Donc si vous voulez améliorer le système scolaire,
Payez des formations aux enseignants, recrutez des enseignants qualifiés, mettez des sous-enseignants. La Cour des comptes explique que c'est fait en dépit du bon sens, que depuis des années, on balance des sous comme ça, que les ordinateurs, d'abord, il n'y a pas de projet pédagogique derrière, les enseignants ne sont pas formés. Quand vous demandez à un inspecteur de l'éducation nationale, je lui dis, alors vous mettez quel logiciel pour ces enfants? Qu'est-ce qu'il y a dedans? On trouvera. Mais c'est fabuleux, on va faire éditer des millions de livres avec page blanche, on va les filer aux gamins, et quand on va vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans, on trouvera bien un jour. Mais ces trucs, quand ils commencent ces trucs, en plus c'est hyper fragile, donc vous passez des sommes astronomiques en maintenance, et puis c'est obsolète 2 ans après avoir été filé au gars. Mais c'est un truc de dingue. Mais permettez-moi de vous poser une question. Le dernier rapport PISA le montre. Plus un pays investit dans la distribution d'ordinateurs, plus ses résultats scolaires s'effondrent. Mais alors pourquoi on continue? Mais j'en sais rien, demandez au président de votre région qui continue à faire ce genre de trucs. Ça me rend dingue. Je suis désolé, hein. Mais j'ai vraiment... On serait encore dans une zone grise où on ne sait pas trop. Mais on sait que ça ne marche pas. Alors vous avez le rapport je ne sais plus, la fondation Jean Jaurès, là, qui dépend d'un parti politique, et donc il vient vous expliquer. C'est un peu comme Johnson avec la guerre du Vietnam. Johnson vous a dit, oh, la guerre du Vietnam, on est en train de la perdre, c'est parce qu'on n'a pas envoyé assez de soldats. Donc on va faire plus de la même chose. Et bien on est en train de faire... Les ordinateurs, ça ne marche pas, mais on va en mettre plus, c'est parce qu'on n'en a pas mis assez. Au lieu de dépenser 2 milliards, on va en mettre 5. Et ça ne marche pas, ces trucs. Parce que non seulement ça ne marche pas, mais ça ne peut pas marcher. Je veux dire, toutes les études PISA que vous avez citées montrent que plus vous donnez des ordinateurs aux gamins, plus vous mettez des ordinateurs dans les écoles, et plus les enfants vont avoir des résultats qui vont diminuer. Après, ça ne veut pas dire que... Est-ce qu'il faut enseigner à nos enfants à utiliser un certain nombre d'outils numériques? Oui. Pas de problème. Leur apprendre c'est une base des certains logiciels, leur apprendre à coder, aucun problème avec ça. Est-ce qu'il faut... est-ce qu'il y a un programme pédagogique, ciblé par un enseignant compétent qui utiliserait certains outils numériques, réfléchi, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. On est en train de balancer du numérique partout, non seulement pour se donner bonne conscience, mais c'est plus que ça, c'est que ils ont du mal à trouver des enseignants. Prenez les enseignants en maths, ils n'en trouvent plus. Donc qu'est-ce qu'ils font? Oh, les maths, on va faire plaisir aux enfants. C'est pas si important, donc on va l'enlever des matières obligatoires. Donc il n'y a plus de maths maintenant en matière obligatoire, c'est une option. Mais ça ne suffit pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer un certain nombre d'heures d'enseignement par des heures ordinateur. On va remplacer l'enseignant par de l'ordinateur. Et ça ne marche pas. Encore une fois, il vaut mieux ça que rien. Il vaut mieux lui filer un ordinateur et lui faire des maths dessus que de le mettre dans un placard, il n'y a pas de problème. Cela étant dit, ça marche infiniment moins qu'un enseignant qualifié. Ça ne veut pas dire qu'un enseignant qualifié qui a un projet pédagogique ne va pas pouvoir utiliser, dans certains cas, un logiciel, par exemple, pour voir tourner en géométrie. C'est sympa de voir tourner des trucs. Personne n'a dit que ça, c'était pas... Mais ce n'est pas ce qu'on fait. On est en train de dégueuler des tablettes et du matériel sans projet pédagogique, et juste avec l'idée qu'effectivement, on va pouvoir économiser sur le temps, la formation, le recrutement des enseignants, en remplaçant une partie de ce temps-là par des ordinateurs. Qu'on nous dise, on n'a plus les moyens de recruter des enseignants, on a tellement massifié, c'est bon, on est au bout, on ne peut pas mettre 2 € de plus, on ne peut pas les former, donc on voudrait pouvoir embaucher des enseignants moins compétents et puis quand même enseigner un certain nombre de choses. Vous avez eu le confinement? Oui, vous avez eu le confinement comme tout le monde. Et donc, c'est fascinant parce que Philippe, quand la sortie du confinement, tout le monde râlait, on ne va pas renvoyer les enfants à l'école, on ne va pas renvoyer les enfants à l'école. La phrase de Philippe, c'est il est absolument nécessaire de renvoyer les enfants à l'école parce que le numérique, c'est un problème d'efficience pédagogique. Donc le gars reconnaît quand même clairement. Et le deuxième problème, c'est que c'est un problème d'égalité sociale. C'est-à-dire qu'avec ces outils, vous allez non seulement avoir moins d'efficience pédagogique, mais vous allez augmenter massivement les inégalités sociales. Parce que moi, ma fille, si vous lui filez un ordinateur et un programme plus ou moins compétent pour faire les maths, quand elle va venir à la maison, elle va trouver du support. De moi, ou d'un enseignant, ou de n'importe qui. Mais le gamin qui n'a pas ce support, et puis merde, vous imaginez la motivation? La classe inversée, c'est bien la classe inversée, ce genre de choses, ça marche, mais ça marche comme montrent les études, c'est que ça marche pour 3 à 4% des enfants qui sont hyper motivés quand le support. Il y a une étude qui est sortie sur ce genre de choses aux États-Unis, qui montre que les enfants, Harvard et le MIT ont mis leurs cours en ligne. Mais qui peut être assez couillon pour croire que ces cours peuvent bénéficier à tout le monde? Je veux dire, les études montrent que ces cours bénéficient à ceux qui ont quasiment le niveau pour entrer dans ces universités, donc qui sont déjà plus que formés, et que la capacité à utiliser ces cours dépend du niveau social, c'est-à-dire de la structure humaine que vous allez avoir derrière. Donc c'est efficace pour une minorité, ça accroît massivement les inégalités. L'université de San Diego, San José, a été la première à passer avec Audacity, qui est parce qu'il y a quand même des acteurs privés là-dedans qui
qui quand même tendent un peu la crécelle. Et donc, ils ont passé un contrat je crois en janvier, début janvier. Et donc, pour justement mettre des MOOC, des cours à défi, le contrat, c'était un tel désastre pédagogique que le contrat a été dénoncé en juin. Et ces trucs-là, il y avait un article, le titre c'était « Les MOOC ont fait pchit ». Ben oui, forcément. Enfin, vous imaginez, vous avez le gamin, déjà ça le gave. Franchement, le théorème de Pythagore, il y en a plein, ça les gave. Donc vous êtes là, vous êtes enseignant, vous allez le choper, vous allez attraper son attention, vous allez faire des claquettes, vous allez faire tout ce que vous permet la pédagogie. Enfin, c'est ça aussi l'art de la pédagogie, aller chercher les gamins, les intéresser. Imaginez que vous êtes là avec le gamin, il a un écran devant lui pour la même chose. Il y a un moment donné, il faut aussi, il est évident que ça va moins bien fonctionner. Donc voilà, si c'est pour aider la pédagogie dans un cadre structuré par des enseignants compétents, et en plus d'enseignants compétents, alors parfait. Cela étant dit, là, c'est pour la remplacer. 2,5 milliards d'euros, ce pognon. Une question, c'est, est-ce que cet argent, il serait quand même pas mieux ailleurs que distribuer des tablettes? On sait que ça marche pas, merde. Je voulais bien énerver, maintenant c'est à vous. Qui veut poser la première question? Alors, monsieur, et puis madame, je vous ai vu. Donc, un micro pour monsieur. Alors, on est près de madame. Monsieur va laisser la place à madame, voilà. Madame? Oui, il est allumé, allez-y. Oui, bonjour. Voilà, je voulais savoir si vous allez vous adresser de temps en temps aux premiers intéressés, c'est-à-dire aux jeunes. Est-ce que vous faites des interventions dans les lycées, ce genre d'entretien que vous avez là? Est-ce qu'il est possible de vous faire venir dans un lycée, pour dire les choses directement? Est-ce que vous aimez passer pour un vieux con? C'est la question de madame. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Justement, là, je suis désolée, mais on a donc des chiffres à l'appui, une recherche scientifique, des études. C'est justement, là, on a des choses que M. Desmurger apporte clairement, scientifiquement, et ça manque que des jeunes entendent, parce qu'ils entendent ça que par le prisme de leurs parents, et je crois que là, nous sommes ça tous... Ça ne fonctionne pas. Voilà. Allez-y. Comment dire, il m'est arrivé de le faire la fleur au fusil, parce que je me croyais plus malin que tout le monde, et je suis aussi couillon que les autres. Hein. Et donc, ça marche, mais dans certaines conditions. Ça marche à condition que les enseignants soient derrière, parce que si vous arrivez pour parler aux enfants et que vous avez l'enseignant qui est au fond, vous avez toujours le gars sympa. Oh, moi je regarde la télé, je m'endors avec tous les soirs quand vous êtes en train de vous dire que c'est pas très bon pour le sommeil. Voilà, donc si le corps enseignant est derrière et que le pion vous dit pas ah moi entre midi et 2 avec des enfants quand même de primaire, je leur organise des formations et des jeux à Call of Duty, c'est vachement sympa. C'est quand même un jeu de guerre, enfin voilà. Donc si le corps enseignant, si la structure est partante, et puis surtout si les parents sont derrière, alors oui, le triptyque marche. Maintenant, si c'est un gars qui vient tout seul pour leur dire bouh, voilà les problèmes que vous allez avoir, vous avez ça. Alors avec les ados, des trucs qui marchent, les ados comprennent pas à quel point ils sont manipulés. Ils ont toujours pas compris, ces couillons, pardon pour le mot, mais ils ont toujours pas compris que sur Facebook, le produit c'est eux. Voilà, ils se prennent pour des consommateurs les mecs. Mais c'est un truc de dingue. Et le lait disait clairement, quoi, voilà, mon business, c'est de vendre du temps de cerveau disponible. Donc les enfants sont capables de l'entendre, ils sont capables de... Mais il faut derrière que ça suive au niveau des parents. On dit toujours je ne sais pas, donc je dois vraiment être un vieux con, parce que chez moi, très tôt, il y avait des règles. Voilà. Ma mère, elle est allemande, et j'ai très tôt appris la règle. À mes dépens parfois, avec Rumpelstiltskin, mais j'ai très tôt appris la règle. Et donc, voilà, il y a des règles qui marchent. Et il y a justement, sur quoi vous y allusion, il y a un journaliste un jour qui stoppe Steve Jobs, et puis Jobs appelle, l'ancien patron d'Apple, appelle le journaliste, parce que le journaliste du New York Times avait osé dire du mal de la dernière tablette. Et il se fait pourrir la tête, et il ne sait plus comment s'en sortir, et il dit donc à Jobs, alors et vous vos gamins? Et Jobs lui dit, moi je suis un low-tech parent, je suis un parent basse technologie, et donc chez moi il n'y en a pas. Le journaliste se dit... je sais pas, il y a un truc qui ne va pas chez lui, donc il va interroger tous les autres. Et il finit par l'ancien rédacteur en chef de Wired Magazine, qui est vraiment la Bible bobo, c'est les espèces d'un rock du numérique là-bas, tout est beau, tout est grand, voilà, Jésus, merci, le numérique. Et le gars finit, et c'est pour ça que j'emploie le mot, finit par dire, moi mes enfants ils me prennent pour un fasciste parce qu'il y a des règles, c'est hyper contrôlé. Et sa phrase c'est parce que je sais de première main ce que ça fait. Donc les règles, elles sont... Enfin, on sait que, vraiment... Il y a une chose à savoir, c'est que je ne connais pas une seule étude, j'en connais pas une, peut-être qu'il y en a qui vont sortir, j'en connais pas une qui montre qu'il y ait le moindre détriment. Alors ils vont faire le coup du « je vais être un paria social, personne ne va me parler dans ma classe et tout, ça va être horrible ». Et donc il n'y a pas une étude qui montre qu'il y ait le moindre impact négatif, qu'il soit social, qu'il soit émotionnel, qu'il soit cognitif, à pas être connecté à ces trucs, à pas avoir d'écran récréatif. Il y en a sûrement à pas avoir d'écran dans ce qu'ils ont de bénéfique, mais en tout cas il n'y en a pas là.
Avant 6 ans, il n'y a aucun intérêt. Alors, vous avez toujours les grandes institutions comme l'OMS. Un jour, il faudra quand même qu'ils s'achètent, on va dire, un peu de courage, ces gens-là. Donc, les mecs vous disent, avant 1 an, bon, évidemment, pas bon, ça tout le monde est d'accord, avant 1 ou 2 ans, pas de problème. Et ils vous disent, après, jusqu'à 5 ans, c'est maximum 1 heure. Mais moins, c'est mieux. Et moins c'est 0. Donc, jusqu'à 6 ans, il n'y a aucun bénéfice. Il y a que... Alors, évidemment, vous avez des programmes... éducatif qui marche dans une certaine mesure. C'est-à-dire que si un gamin, vous le mettez 8 heures devant Dora, il va finir par se lever et par beugler Yellow quand il va voir du jaune. Mais le langage, c'est pas vraiment ça, vous voyez ce que je veux dire? Et il lui faudra un nombre de répétitions qui est sans commune mesure avec ce qu'il lui faut et qu'un humain. Si ce gamin, il voit rouler un ballon dans Dora, il va dire rouler, que ça quand il va voir un ballon. Mais quand il verra une voiture, une roue qui roule, il ne le dira pas parce qu'en plus, il va avoir du mal à extrapoler, à généraliser. Donc, il n'y a pas de... Alors, sauf à le mettre dans un placard, mettez-lui... si vous voulez vraiment lui mettre de la télé, mettez-lui des programmes supposément éducatifs, c'est moins mauvais. Choisissez les contenus. Mieux vaut passer du temps avec lui, voilà, lui mettre des livres, des Lego, le laisser jouer, etc. Et donc voilà, pour vous répondre, voilà, on peut y aller. Mais donc, ces règles, pour revenir aux règles, donc la règle, c'est... Pour les petits, jusqu'à 6 ans, vraiment, c'est pas utile. Alors, ça veut pas dire que de temps en temps, vous pouvez pas aller au cinéma, voir un truc avec lui. Évitez de lui coller une tablette, parce qu'une fois que vous lui aurez mis une fois dans la main, préparez-vous à hockey choral quand même à la maison. Hein. Verdun-sur-Moselle, hein, parce qu'il va vous le demander tous les jours et ils sont caterpillars. Donc voilà. Après, les études montrent, si on prend la réussite scolaire, elle ne dit pas tout d'un enfant, évidemment, mais c'est le paramètre le plus général qu'on a. Il dit des choses de son insertion émotionnelle, sociale, de son fonctionnement cognitif. Jusqu'à une demi-heure par jour, il n'y a pas de problème. On fait une lecture un peu sympa de la littérature, jusqu'à 1 heure par jour, ça ne semble pas poser de problème. Je vous rappelle qu'ils sont à 7 à l'adolescence, hein. Donc jusqu'à 1 heure par jour, ça... Mais dites-vous bien que c'est... Enfin, je veux dire, on est quand même dans un monde de dingue. On est en train de se dire, c'est génial, parce qu'on a inventé un truc, on leur fait passer 1 heure par jour et ça leur pourrit pas le cerveau. Clap, clap, clap. Je veux dire, il y a quand même eu un temps où, si prenez ce gamin et mettez-le une demi-heure par jour à faire du violon, non seulement ça lui pourrira pas le cerveau, mais ça risque d'avoir quelques effets positifs, ou à lire, ou à d'autres activités. Donc là, on est quand même sur une activité dont on se réjouit parce qu'elle ne leur pourrit pas le cerveau. C'est quand même plutôt pas mal. Voilà, les règles, c'est donc au niveau du temps, au niveau des contenus. Je veux dire, des gamins de 10 ans qui jouent à GTA, allez sur Internet, faites-le, tapez GTA, c'est Grand Theft Auto et Call of Duty, ces jeux-là, mais tapez GTA, par exemple, qui est l'un des jeux les plus vendus et les plus utilisés, y compris par les jeunes enfants dès le primaire. Donc tapez GTA pornographie sur Google ou tapez GTA violence, c'est juste faramineux. Je ne vais pas vous les passer là, mais vous avez des scènes de fellation, vous avez des scènes de sodomie, vous avez des scènes de torture, vous avez des scènes d'hyperviolence. C'est un truc de dingo. Donc il faut surveiller les contenus, parce qu'un gamin de 10 ans, il n'est pas fait pour avaler ça. Voilà, on peut dire qu'ils sont mûrs, mais non. Voilà. Et voilà, et puis pas quand on est ensemble, pas quand on mange, pas dans la chambre. Vraiment le truc. Si vous voulez, pour les résultats d'un scolaire, c'est rigolo l'écran dans la chambre, parce qu'on vous dit souvent, oh, c'est juste des corrélations. Alors il y a des études marrantes. Vous prenez des enfants, vous leur mettez l'écran. Nous, on aime bien les mamans. Les mamans, c'est vachement chouette. Ces mamans, ça marche comme ça. Tu as de mauvaises notes, paf, j'enlève l'écran. Je sais, ma femme, elle le fait. Alors, tu as de bonnes notes, paf, je te le remets. Je te l'enlève, je te le remets. Et en fait, on peut suivre l'évolution des résultats scolaires en fonction de la présence des écrans. Donc, quand vous les mettez, ça descend, mais ça descend d'à peu près 25 à 30% entre les maths et les matières. Et puis, ça remonte, et puis ça redescend, puis ça remonte. Ils ont fait des études encore plus fourbes, c'est-à-dire que vous prenez, je ne sais pas comment ils ont eu le comité d'éthique, ils ont fait ça aux États-Unis, et donc ils ont pris des enfants qui n'avaient aucun problème scolaire, qui étaient de milieux plutôt favorisés, dont les parents étaient quand même un peu suspicieux. Ces enfants n'avaient pas de console, on leur a dit voilà, on étudie le développement, on ne peut pas vous payer, mais on va être cool, on va vous faire un cadeau, on va vous offrir une console. Et la moitié des gamins ont eu la console au début de l'étude et l'autre moitié à la fin de l'étude. Et ils ont regardé les résultats scolaires. 4 mois, c'est 5% sur l'ensemble des matières. 5%, ça paraît pas beaucoup, mais sur 4 mois cumulés sur toute une scolarité, parce que les enfants se sont mis en mesurer. Alors ça affectait le sommeil, ils faisaient 2 fois moins de temps à faire les devoirs. Ça a été fait dans les facs aux États-Unis, les économistes sont parfois marrants. Quand vous arrivez, vous êtes affecté avec un collègue là, dans une chambre, et ils ont regardé si vous étiez affecté avec un gars qui avait une console de jeu ou pas de console de jeu. Ils ont trié effectivement les paramètres qui pouvaient interférer, et ils s'aperçoivent que le fait que votre pote il ait une console de jeu, c'est 10% sur vos résultats à la sortie. 10%, c'est pas rien quand même, enfin, je veux dire, surtout si vous êtes dans des concours ou dans des filières un peu sélectives. Donc voilà, il faut...
Pour les écoles, il faut que les enseignants soient derrière, il faut que les parents soutiennent, il faut que les règles, parce que les règles, ça marche, il n'y a que ça. Il y a une étude qui montre que, pour montrer, c'est pas perdu, parce que une étude qui montre des gamins qui regardaient 3 heures ou 3 heures et demie, j'ai plus le chiffre exact, en posant juste derrière, mais en se mettant d'accord avec eux. Il y a un truc qui marche pas, c'est de la jouer à la Staline, comme ma mère, c'est comme ça. Voilà. Et donc ça marche pas. Par contre, si vous leur expliquez pourquoi, et très tôt, parce que ça affecte le langage, parce que ça rend idiot, parce que ça fait grossir, parce que ça pourrit le sommeil, parce que ça pourrit les notes, enfin, vous avez le choix hein, quand même dans la liste. Et donc leur passer un truc, et ça marche parce que là, ils ont réduit de plus de moitié, donc ils sont... Alors 1h30, c'est pas idéal, mais 1h30, c'est quand même vachement mieux que 3h30. Donc ils ont réduit de beaucoup, et c'est vrai que ça marche, et surtout quand elles sont discutées. Et il y a un dernier truc qui marche, même si vous ne bloquez pas le temps, c'est on ne se rend pas compte. Notamment les gamins, quand vous demandez aux gamins, vous leur dites je mets un logiciel espion sur ton téléphone, avec leur accord évidemment, je mets un logiciel espion qui va mesurer le temps que tu passes sur ces machins, Facebook, etc. Et toi, tu vas me dire combien tu y passes. Ils sous-estiment, ils sont en gros à 3 heures, et ils vous disent qu'ils y ont passé 3 heures, ils sont à plus de 4. Donc ils sous-estiment brutalement le temps qu'ils y passent. Et ces petits logiciels marchent pas mal. Vous êtes bavard, hein. On a Non, plein de... On a des questions dans la salle. Alors, qui veut poser? Vous pouvez poser tous les deux, hein, si vous souhaitez. Je crois que c'est ouvert. Vous n'avez plus... Allez-y. Mes lunettes, ça marche là? Oui, excusez-moi, j'ai hacké le micro parce que je voulais juste donner à madame 2 petites informations parce qu'effectivement, l'expérience de terrain montre que c'est très difficile de parler de cette question aux parents et aux enfants. Madame est orthophoniste. Parce qu'à vrai dire, c'est vrai qu'on donne des arguments soi-même, mais ça fait longtemps que le problème, on ne peut plus le résoudre chez soi. Donc, on arrive à des choses très intéressantes ensemble. Donc, je voulais juste parler de 2 choses. C'est le défi 10 jours sans écran. Et ça ne peut être que des projets ensemble, parents, enseignants. C'est un vrai projet d'établissement sur l'année. Et dans ce cas-là, en fait, ce qui marche, c'est quand on refait des choses ensemble, autres que les écrans. Il y a, ceux qui ne connaissent pas, vous trouverez ça très facilement sur Internet. Il y a même un livret pédagogique gratuitement, etc. Non, mais on n'est pas contre Internet. On est contre le... Enfin, bon, bref, je ne vais pas recommencer. Et la deuxième chose, je voudrais juste parler d'une compagnie de hip-hop parisienne qui s'appelle ART, apostrophe Moni, M-O-N-I-E, qui a monté un super spectacle qui parle vraiment aux jeunes, qui s'appelle Sans le savoir et qui est vraiment basé sur TV Lobotomie. Je crois, Michel, que vous les avez eus au téléphone plusieurs fois, mais Saoud Azrou. Et ils ont monté un super spectacle parce que ce sont des jeunes, parce que c'est du hip-hop, parce que le spectacle vivant est quelque chose qu'on peut faire pour amorcer les choses, parce qu'il y a là une émotion et quelque chose. Ce spectacle est toujours suivi d'un débat avec des gens qui connaissent le sujet, et c'est quand même mieux de parler de ça après cette émotion qu'on a vécue collectivement, parce que quand on vit des choses ensemble, eh bien, il se passe des moments très intéressants. Moi, j'ai participé à ça à Montreuil. Je peux témoigner qu'il y avait 350 personnes, tout le monde sur son téléphone, c'était très agité. Je vous garantis qu'au bout d'une demi-heure de spectacle, même pas, il n'y avait plus un bruit jusqu'à la fin. En plus, ce sont des danseurs de hip-hop, des jeunes, etc. Et que quand ils prennent la parole pour expliquer, eux, leur cheminement, leur prise de conscience du problème, etc., ça parle différemment aux jeunes. Donc, c'est une compagnie qui se déplace, qu'il faut faire travailler, parce que comme tout le monde, ils galèrent, enfin bon, vous connaissez, mais c'est très, très percutant. Voilà, je voulais juste dire ça. Alors, je vais quand même vous présenter Madame, 2 petites minutes. Madame est Elsa Job-Pijard, elle est orthophoniste, elle vient d'écrire un livre tout petit qui s'appelle Bébé Connecté, enfance massacrée. Voilà. Et elle est présidente d'une association qui s'appelle... Joue, pense, parle. Merci, voilà, Nathalie. et qui est faite pour réapprendre à jouer avec 3 bouts de ficelle. Vous la trouverez facilement sur Internet. Voilà. Monsieur. Oui, moi je voudrais vous parler un peu d'épigénétisme. Pardon ? D'épigénétisme. Oui. C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'est pas en train de créer toute une génération d'enfants qui malheureusement, enfin non, pas malheureusement, qui forcément vont se rencontrer, qui forcément vont faire des enfants? Quel sera le niveau de ces enfants-là? Et qu'on n'est pas en train justement de créer toute une génération d'enfants qui vont être, je ne vais pas dire des crétins, mais qui ça va être un peu compliqué. Et la deuxième question, enfin j'en ai 3. La deuxième, c'est à qui profite le crime?
Et la troisième question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que moi, je pourrais vous parler de médecine 2.0 avec la destruction complète du colloque singulier, que je trouve lamentable. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions qu'on peut proposer? Parce que là, pour l'instant, on pousse des cris d'orfraie en disant « Oh là là, mon Dieu, c'est terrible ». Mais what else? Monsieur est médecin généraliste et vous les voyez, ces enfants-là, dans votre cabinet. Oui. Michel Alors, Desmurger. Par où commencer? D'abord, pour Elsa, juste un petit point. Pendant longtemps, le discours que je suis en train de vous tenir, il ne passait pas. Et maintenant, s'il commence à passer avec les discours propagandistes du digital natif, il ne marche pas. C'est parce que moi, des enfants, j'en vois pas. Mais l'enfant que je vois dans la littérature scientifique, il rejoint dans son livre, Elsa, elle décrit un certain nombre de cas cliniques, mais ce n'est pas la seule. Je veux dire, vous avez la même chose chez les enseignants, chez plein d'autres orthophonistes, chez les parents qui voient le discours qui dit « ils sont géniaux ». C'est un peu comme le réchauffement climatique, le discours il passe moins parce que ça commence à se voir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que l'atteinte est telle qu'elle commence à être clairement visible, mais en tout cas c'est peut-être le moyen de commencer à prendre des dispositions. Après, qu'est-ce qu'on fait? Honnêtement, je vais commencer par là, j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que la première pierre à l'édifice, c'est d'informer les gens. Parce qu'il y a quand même énormément de parents qui pensent que c'est pas forcément... On leur bourre tellement le mou de trucs propagandistes, de programmes, de l'école c'est bien, etc., qu'il y a beaucoup de parents qui pensent que c'est pas délétère. Donc je pense que la première pierre viendra de l'information. La deuxième pierre viendra, si j'ose dire, du réel, parce que les baratins propagandistes commencent à se fracasser assez vertement sur le mur du réel, ce que montrent les orthophonistes, les enseignants, encore une fois. Après, je ne sais pas s'il faut aller chercher l'épigénèse, voilà, et des mécanismes génétiques là-dedans, mais en tout cas, quelle génération on est en train de créer? Je ne sais pas si c'est méchant, mais on leur a filé plein de noms, hein, génération, voilà, millennials, digital native, génération, je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Moi, le mot qui me vient, c'est génération gamma. Je ne sais pas si vous avez lu Le Meilleur des Mondes. Et dans Le Meilleur des Mondes, c'était parce que vous avez donc c'est organisé par caste entre guillemets, et vous avez les gammas. Et les gammas, c'est des pouces-boutons consommateurs zélés, pas trop malins, auxquels on a enlevé la langue et les outils de la pensée, qui sont capables de faire des tâches, voilà, un peu techniques, un peu simples, et voilà, à qui on a enlevé tout ce qui peut faire un citoyen et tout ce qui peut faire la pensée. Si ça m'a fait penser aux gammas, c'est parce qu'on nous dit toujours qu'ils savent différemment, et il y a eu ce rapport de la... Alors je l'ai dit, ils sont pas super forts en informatique, ils sont pas super bons pour trier l'information. Et il y a eu ce rapport, il y a l'analyse de l'OCDE, ils ont fait un rapport, l'analyste elle vient, elle nous dit « Oh mais on s'est trompé quand on les sort du carcan scolaire, parce que c'est terrible, mettre des enfants à l'école, ils sont maltraités, c'est un chien d'enseignant qui maltraite ces pauvres enfants. » Donc sachez que quand on les sort du carcan scolaire, qu'ils n'ont pas cette angoisse terrible, mais c'est ces mots sur les épaules, ils sont super compétents, et notamment pour régler les tâches du quotidien. Et là, je suis allé voir le rapport, et je ne me moque pas de vous, je l'ai à votre disposition si vous voulez. Ce qu'on leur a demandé à ces enfants, c'est régler un lecteur MP3. Quand ils rentraient dans une pièce, régler le petit boîtier de climatisation, acheter un billet de train au meilleur prix sur une borne Internet, et puis régler un plan de table d'anniversaire. C'est ce genre de choses. Et ce genre de choses, c'est typiquement ce qu'on attend effectivement des gamins. Donc on nous dit, effectivement, ils ont perdu le langage, ils ont perdu la concentration, c'est plus compliqué, mais ils sont capables de régler un lecteur MP3. Et puis d'aller acheter des choses sur Internet. Et voilà, après la vague est haute quand même. Enfin, je veux dire, comme tous les grands problèmes, pour un médecin, je vais apprendre, tous les grands problèmes de santé publique, il y a quand même 30 ans de retard, voire 40 ans de retard entre la certitude scientifique et le moment où ça arrive dans les médias, où des mesures sont prises. Mais là, encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que ça commence à être assez évident et ça commence à poser suffisamment de problèmes pour que des gens commencent à... Mais après, j'ai pas de... Si quelqu'un a une solution... Alors certains pays ont pris des mesures coercitives. Hein. Oui, alors certains pays ont commencé à agir. Taïwan, par exemple, Taïwan considère que c'est une maltraitance faite à l'enfant. Donc si vous exposez, mais beaucoup de pays asiatiques, si vous exposez à Taïwan des enfants de moins de 2 ans à quelque appareil quelque écran que ce soit, vous prenez 1 500 € de prime, ça discute même pas, c'est 1 500. Si vous entre 2 et 18 ans, si vous les surexposez, alors c'est là qu'on a un problème. Mais en gros l'idée, si j'en crois ce que j'ai lu des rapports à Taïwan, c'est plus de 30 minutes consécutives et les parents ils prennent 1 500 d'amende. En Chine, ils viennent de passer une loi pour menacer les fabricants de jeux vidéo en ligne, c'est-à-dire que les enfants n'auront plus le droit, les mineurs n'auront plus le droit d'avoir accès entre 8h et 22h, ils n'auront plus le droit d'avoir accès au-delà de 60 à 90 minutes, je crois, par jour, etc. Donc oui, des pays commencent à prendre Alors, des on a mesures. quelques questions, je vous demanderai des réponses. Très rapides. Voilà, madame, et Oui. puis ensuite, madame, ici, c'était vous, madame. Voilà.
Merci pour votre conférence. Alors, j'ai beaucoup apprécié les informations données par Madame l'orthophoniste. Je suis professeure documentaliste. Moi, je suis incitée dans mon job à faire lire les élèves, à les cultiver, à faire en sorte qu'ils aillent vers la culture, mais aussi à leur apprendre à sélectionner l'information sur le net. J'ai un mal fou, monsieur, mais fou, dingue, de pire en pire, à les faire lire. J'ai eu une gosse cette semaine au CDI qui ne voulait pas prendre une BD pour le quart d'heure de lecture qu'on a mis quotidiennement. Il a fallu que la principale adjointe descende pour lui dire « mais elle t'a pas obligé à prendre un livre, prends quelque chose, au moins, tu as un quart d'heure de lecture par jour ». Alors la gosse a quand même pris un Astérix, Astérix chez Lego, quelque chose comme ça. Bon, mais je dis « mais qu'est-ce que tu aimes dans la vie ?»« Oh bah rien. »« Mais à quoi tu passes toi? Tu fais un peu de sport ?»« Oh bah non, je fais plus à cause du collège. » Je dis, bah alors, qu'est-ce que tu... Bah, je suis sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que tu fais d'autre? Bah, rien. Voilà. Voilà cette gamine. Je suis en REP, en réseau d'éducation prioritaire. Quand il y a eu le confinement, il y avait plein d'enfants qui n'avaient pas d'ordinateur chez eux, qui faisaient leurs devoirs sur le smartphone de leurs parents. Comment faire? Alors, cette histoire de 10 jours... Ils vont avoir un ordinateur grâce à la région. 10 jours, moi, il faut qu'on se voit à la fin de la conférence, hein. Et là, le livre sur la place, on a eu la chance que l'administratrice vienne lundi au collège nous offrir 30 exemplaires de #trahi sur les dangers d'Internet qui va être lu par des classes de 6e et de 4e, et on va rencontrer par visioconférence l'autrice. Est-ce que vous avez une question? Comment faire pour essayer d'attiser le désir de lire? Comment faire pour s'organiser entre adultes? Parce que mes collègues, ils sont conscients, même le prof de techno, il est conscient. Le prof de techno, il ne lit pas. Il pense que la lecture n'apporte pas de plaisir, mais il est conscient des dangers de l'informatique, de l'excès d'informatique. Comment faire? Est-ce qu'il n'y a pas des expériences faites dans notre pays ou à l'étranger où les adultes s'organisent avec les parents pour essayer de tourner les enfants vers des plaisirs autres que l'addiction aux écrans? Alors, Michel Desmurger. Alors ça commence, j'ai envie de dire que ça commence... Il y a un truc que le cerveau n'aime pas, c'est s'ennuyer. On n'aime pas s'ennuyer et il n'aime pas trop faire des efforts. Et donc, par exemple, si on vous prend tous ici, qu'on ferme la porte et qu'on vous dit il y a des jeux là, on revient dans 1 heure, 75 à 80% des gens vont aller prendre les jeux, en sachant que ces jeux, toutes les minutes, toutes les 2 minutes, vous allez prendre un choc électrique quand vous allez jouer. Les gens préfèrent prendre des chocs électriques que de s'ennuyer, la plupart. Les gens, si vous les laissez s'ennuyer, ou alors si vous leur faites faire des petits exercices de mathématiques simples, 3x2, etc., ils seront plus fatigués, ils auront plus de mal après à faire des tâches cognitives s'ils se sont ennuyés que s'ils ont fait un certain nombre de choses. Donc, évidemment que l'enfant, partant de là, il n'aime pas s'ennuyer. Et donc, il va falloir... La meilleure solution, c'est d'adapter l'environnement. Si vous lui mettez une télé et un livre, ça a été fait, 1000 gamins, une télé, une vidéo, un livre, 1000 gamins prennent la vidéo. 1000. C'est aussi simple que ça. Et s'ils ne prennent pas la vidéo, c'est qu'ils ont un pet au casque, il faut les emmener consulter. Voilà. Parce que du point de vue du fonctionnement cérébral, évidemment. Maintenant, s'il n'y a que le livre, s'il y a dans la chambre et accessible à l'enfant, que des choses que vous voulez qu'il fasse. Il y a une Australienne qui était sociologue, je fais vite, hein, mais elle est intéressante cette étude parce qu'elle avait 3 ados et au bout d'un moment, elle en a eu marre, elle a dit, je fais tout péter, il n'y a plus de numérique à la maison pendant 6 mois. Et donc, ils ont rusé dans leur chambre, elle a fait péter l'électricité pendant 1 semaine, elle leur a dit, si vous passez l'hiver au froid, on peut y aller. Et donc, pendant 6 mois, Et elle explique des choses, elle explique qu'on a recommencé à parler, c'est la première fois qu'on mange ensemble, le grand, il s'est remis à jouer du saxo, la petite, elle s'est remise à lire, ils dorment mieux, etc. Tout ce qu'on trouve dans la littérature. Donc, si vous leur mettez ces outils à disposition, il y a 2-3 facteurs qui prédisent l'engagement, c'est est-ce qu'ils ont ces outils à disposition? Évidemment, si même quand vous allez aux toilettes, il y a une télé sur le mur, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est dans la cuisine, il y en a partout. Donc s'ils ont ces outils à disposition, ils vont les utiliser. Si les parents les utilisent, vous avez beau leur dire « ouais, toi, ton cerveau, il n'est pas formé, pour essayer hein. ». Mais les gamins, ils ne sont pas idiots. Si on est toute la journée, le deuxième facteur, c'est le temps que les parents y passent. Donc si les parents sont dessus toute la journée, il y a des chances pour que les enfants rapidement soient dessus aussi toute la journée. Et puis donc, s'ils les ont dans la chambre, ils vont les utiliser. S'ils ne les ont pas, il y a même une étude, elle est rigolote, hein. Alors elle n'est pas publiée dans un super journal, mais ces cochons, s'ils n'ont vraiment rien à faire, ils finissent par tellement s'ennuyer qu'ils finissent par faire leurs devoirs tout seuls. Je vous jure, c'est vrai, hein, c'est pas un mythe. Hein. Enfin, je sais pas, c'est ce qu'ils racontent dans l'étude, c'est un truc de dingue. Et donc voilà, donc il faut organiser l'environnement. Mais à partir du moment où ces outils sont disponibles, c'est comme, je ne sais pas si vous aimez le chocolat, moi un peu, ça se voit, mais ne le répétez pas. Et donc,
C'est comme si le mec, vous lui dites, il ne faut pas manger de chocolat, et le soir, il rentre chez lui, et tous les soirs, il a des rochers Suchard, des tablettes de chocolat, il en a plein à la table. Mais c'est un truc qui vous rend marteau, quoi. Et donc voilà, donc la première chose, c'est d'agir sur la disponibilité. La deuxième chose, c'est les règles. On a parlé des règles. Et les règles, ça marche. Voilà, ça fait un peu facho, j'en sais rien ce que ça fait. Mais en tout cas, les règles, ça marche. Surtout, et pas surtout, à condition qu'elles soient discutées. Discuter. Madame. Oui, donc, alors moi je suis infirmière scolaire et moi je rebondis sur le fait du lycée 4.0. Alors moi je suis en lycée privé. On a sauté sur cette occasion-là l'année dernière, en début d'année dernière. Donc début d'année d'avant même. Enfin bref, j'ai le feedback des élèves et ça me. Alors moi j'ai toujours été anti-consommation d'écran parce que je vois très bien ce que ça fait, la surconsommation de jeux vidéo. Là j'ai eu quand même dès le mois de janvier. On les a équipés au mois de septembre. Les élèves de seconde, première, terminale ont tous des écrans. Nous, on nous a dit que ça coûte moins cher d'équiper avec des logiciels plutôt qu'avec des vrais livres en papier. Donc, c'est économique. Bon, et moi, j'ai des élèves de terminale qui sont venus me voir en disant « Mais madame, vous ne vous rendez pas compte, c'est l'horreur, on a mal à la tête. On est sur écran toute la journée. À l'école, on est sur écran toute la journée. Ensuite, on rentre à la maison, on fait nos devoirs sur écran. Et après, notre petit loisir, notre passe-temps, c'est d'être quand même sur notre portable et d'être sur les réseaux sociaux. Donc la gamine, enfin, plusieurs enfants sont venus, plusieurs ados sont venus me dire la même chose. Finalement, ça leur a enlevé un petit peu le goût du réseau social de fin de journée. Ils avaient moins envie d'y aller. Bon, finalement, tant mieux. Overdose, c'est tout à fait ça. Mais ils disaient, mais est-ce que quelqu'un ne se rend pas compte que finalement, ça nous fait du mal? Enfin, on est trop sur écran parce que nos parents nous disent, réduisez les écrans. Mais là, on nous met de force sur les écrans et eux-mêmes se rendent compte que ça leur fait du mal et que c'est délétère complètement et qu'ils ont mal à la tête, etc. Et je me dis, mais il y a des scientifiques, il y en a par centaines, vous n'êtes donc jamais consultés avant ce genre de mise en œuvre complètement diabolique parce que Il y a des centaines d'études. Si encore il y avait le moindre... Alors, j'ai envie de dire, si le seul truc pour lequel ils les diffusent, c'est pour que les enfants puissent avoir accès à leurs bouquins sous une forme... Oh mon Dieu, ça sera un moindre mal, mais c'est pas ça. Après, s'il y avait encore le moindre élément dans la littérature disponible, dans les dizaines d'études disponibles qui montrent que ça peut avoir un effet positif, on pourrait comprendre. Mais toutes les études montrent que non. Enfin, c'est un truc de dingue. A priori, nous, on nous a présenté ça comme raison budgétaire. Voilà. Ouais, mais enfin, il y a des raisons... On leur sabote la santé parce que ça coûte moins cher. Qu'on nous dise, on s'en fout des gamins, le budget, voilà, le budget passe d'abord. On peut l'entendre, hein, je veux dire, on n'a pas assez de sous pour acheter des bouquins, on a des sous pour acheter des tablettes, gavez-vous de tablettes. On peut l'entendre, mais qu'on nous le dise clairement, qu'on ne nous fasse pas passer ça pour un projet pédagogique. Après, vous parlez des effets de rester tous les écrans. Alors, il y a les effets de sédentarité, puis il y a aussi des effets sur la vision, dont on n'est pas encore très sûr. Mais par contre, ce qu'on est sûr, c'est que utiliser des écrans, par exemple, le soir avant de se coucher, les nouveaux écrans à LED, ça va dérégler la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et ça va retarder l'endormissement. Vous avez des parents qui vous disent « Oh, il s'endort devant la tablette !» Évidemment, con qui s'endort. Au bout d'un moment, il est tellement fatigué qu'il s'endort, mais il s'endormirait beaucoup plus vite sans tablette. Et donc, ça a un effet aussi majeur sur le sommeil. Et le fait encore le soir de leur obliger à aller sur ces trucs, de les obliger à aller sur ces trucs, oui, je suis d'accord. Je sais pas pourquoi ils font ça. De raisons économiques. Michel Desmurger, merci beaucoup. Merci. Nous arrivons à la fin de cette rencontre. Vous avez la possibilité, mesdames et messieurs, de venir parler avec Michel Desmurger, d'acheter son livre. Alors simplement, je demande à Alexandra où se fait la dédicace. En bas ? D'accord. Donc nous allons descendre tous ensemble. Je vous demanderai de mettre votre masque et puis vous pourrez rencontrer Michel Desmurger, lui parler et éventuellement faire dédicacer ses ouvrages. Merci à vous. Rentrez bien.